sans réforme, les élections ne seraient pas transparentes. Nous avons eu raison aujourd'hui. Et tout le monde le sait. Donc vous lorgnez peut-être sur le local, peut-être? Nous ne lorgnons pas. Nous sommes en train de nous préparer. Mais il faut se battre avant tout pour les réformes. Enfin, belle transition donc pour parler donc de la décentralisation et des élections locales. 4 nouvelles préfectures ont été récemment créées à travers donc l'adoption d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'Aguanivé, de Meaux, de Loti du Sud et de Pundial Ouest. Alors, les populations des cantons d'Aguanivé ont même remercié le chef de l'État samedi dernier, c'était lors d'une marche. Il y a eu quelques voix qui sont élevées par rapport donc à ces création de ces nouvelles préfectures au PNP. Que pensez-vous de cela? C'est la décentralisation qui est en marche? C'est le processus qui a déjà commencé? D'abord, les remerciements des populations à l'endroit du chef de l'État. Moi, ce n'est pas nouveau pour nous. Vous savez, chez un vieux routier, ce n'est pas nouveau. Et ce n'est généralement organisé de façon spontanée. Vous pensez que cette façon spontanée que les gens d'Agoy se sont mis debout, disent bon, écoutez, on va aller remercier le chef de l'État, ça a été organisé, c'est une manipulation, tout le monde le sait. Nous sommes nés au Togo, on est en train de vieillir dans ce Togo, nous savons comment les choses se passent. Pourquoi vous parlez de manipulation? Ça ne trompe personne. J'ai connu le système RPT, c'est pas que j'étais jeune, j'ai connu le système RPT en état étudiant. Je le connais jusqu'à aujourd'hui, je sais comment les choses se passent. Ceux qui sont même devenus ou de RPT savent comment cette manifestation a été organisée. Ça, c'est l'élément préalable. Secondo, sur la décentralisation, c'est la même chose comme s'agissant de la Constitution. On adopte une loi sur la décentralisation en 1998. On ne l'applique pas. On lui trouve des défaillances, des faiblesses. Comment dégager des faiblesses d'une loi qui n'est pas encore mise en application? En réalité, la loi révèle ses imperfections, ses faiblesses à l'application, à l'expérience, à la pratique. La loi sur la décentralisation a été adoptée en 1998. Elle n'a pas été mise en pratique. Elle n'est pas effective. En 2007, on adopte la loi sur la décentralisation et les libertés locales. Vous voyez, entre 1998 et 2007, vous avez 9 ans. Pendant 9 ans, la loi sur la décentralisation est restée au frigo. On prend une nouvelle loi en 2007. 9 ans après, c'est-à-dire en 2017, on prend une nouvelle loi. À quoi ajoute-t-on? On ne l'applique pas et on invite la chefferie traditionnelle, on invite des gens à en débattre pour pouvoir la remettre en cause, ressortir encore une fois la faiblesse de la loi sur la décentralisation et de dire, parce que nous sommes en train de discuter. Parce que Faure, il a dit dans son discours, nous attendons des propositions. Si on attend des propositions, ça veut dire que la loi va être remise en cause. Si elle est remise en cause, ça veut dire qu'on ne va pas la mettre en application. Maintenant, les nouvelles préfectures, les nouvelles, moi je n'appelle pas ça l'administration du territoire. C'est un saucissonnement du territoire. C'est une balkanisation pour des intérêts égoïstes. 56 000 km², vous avez besoin de combien de préfectures? Mais vous ne pensez pas que l'argument tenu tient aussi la route? Par exemple, il y a eu une forte démographie aujourd'hui. La population d'Aguanivé... Voilà. Quand certaines localités ont été érigées en préfecture, des gens ont dansé. Qu'est-ce que ces localités ont tiré du fait qu'elles soient devenues préfectures? Vaud. Du fait que Vaud soit préfecture, qu'est-ce que Vaud a eu? Le marché international de Vaughan. Qu'en a-t-on fait? Bafilo a sorti préfecture. Vous n'avez pas une banque chambre-salon à Bafilo. Vous n'en avez pas. Les préfectures ont eu quoi? Donc, c'est un saucissonnement pour des intérêts égoïstes. 56 000 km² à dépêcher de cette façon-là. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, c'est des calculs. Aguay Nord, Lomé Sud, quoi Nord, quoi Sud. Vous savez, ce système nous a eu par le diviser pour régner.
mieux pas le diviser pour mieux exploiter. Il continue cette division. Et cette division comporte des germes de conflit. C'est ça le vrai problème. Ils sont pas en train de limiter le territoire. À la limite, ils sont en train de compliquer le travail à ceux qui vont arriver après eux au bout de l'alternance. Alors, ils sont en train de tout compliquer, c'est ce que je constate, malheureusement. Maintenant, pourquoi ils le font? N'oubliez pas que quand vous lisez la loi sur la décentralisation, les chefs-lieux de préfecture sont des communes, automatiquement des communes urbaines. Oui. Alors, multiplier les préfectures, c'est multiplier les communes urbaines. Alors, on vous dira un matin, comme on a 30 communes, UNIR a eu 15, 20 communes, et 20 communes, et puis l'opposition a eu 10 communes. Tout ce que le pouvoir fait n'est pas dirigé vers le développement ou vers comment gérer positivement ce pays. C'est comment rester longtemps au pouvoir. Et ça fausse tout. Alors, en tant que parti politique, vous pouvez faire des propositions. Comment devrait-on donc décliner la feuille de route pour que véritablement on en arrive à des élections locales? Quand on sait que la dernière élection locale au Togo remonte à 1987. La loi de 98 était là. 7 ans, on l'a pas, 9 ans, on ne l'a pas appliquée. 2007, on ne va la pas appliquer. C'est maintenant qu'on va nous demander à nous la feuille de route. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils ne veulent pas travailler, qu'ils se mettent de côté, les autres vont prendre. Le problème du système togolais, ce n'est pas que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Hein. Vous savez, quand quelqu'un est endormi réellement, il est facile de le réveiller. Mais il est plus difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ils savent ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas me dire que c'est des ignares que vous avez à nous répéter. Non, tu as des intellectuels, des cadres de haut niveau, à leur niveau. Mais le Parti national panafricain ne peut pas faire des propositions par exemple... S'ils ne peuvent pas gouverner, qu'ils se mettent de côté, les autres vont prendre le pays. Et tu veux qu'ils restent et que les autres viennent contribuer. Alors vous me ramenez à ce parti dominant dont parlait Yadema comme définition de la démocratie. Vous voulez que tous les autres partis politiques s'agglutinent autour de l'UNI, prenez les propositions. À chaque élection, maintenant, on est floué. C'est ce que vous voulez des partis politiques de l'opposition au Togo? Ce n'est pas de la démocratie, enfin. Dans ce schéma, vous ne voulez pas de la démocratie. Alors, le Togo va rendre dans les jours à venir des hommages aux 5 soldats de la MINUSMA qui ont été tués donc, dans la ville de Sévry, dans la région de Mopti, ce qui a déclenché donc, une vague de condamnation mondiale en passant par le président togolais, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, même l'Assemblée nationale du Togo a réagi, alors, ce qui relance le débat sur les actes terroristes un peu partout. Et pour vous, c'est toujours important de maintenir le contingent togolais dans ces différents lieux de théâtre sur le front? Oui, par principe. Pourquoi? Parce que le Mali est une terre d'Afrique. Tout simplement. Le Parti national panafricain. Nous considérons le Mali comme un quartier de l'Afrique, de la ville africaine. C'est notre terre, le Mali. Donc partout les Togolais vont pour défendre les Africains sur la terre africaine, ou même ailleurs s'ils sont appelés à défendre d'autres peuples en dehors du continent, oui d'accord. Oui, il faut maintenir le contingent. Et je profite pour m'incliner devant la mémoire de nos frères qui sont tombés là-bas. J'espère que le régime pour une fois va les reconnaître. Parce qu'au Togo, j'ai l'impression qu'on n'aime pas reconnaître ceux qui se sont battus pour le pays. Et ceux qui sont battus pour le pays meurent souvent tristes dans nos pays. Oui, il faut le maintenir. Mais c'est des solutions à court terme. La sécurité du continent noir ne peut pas faire l'économie d'une armée continentale. Une armée continentale dont les bases seraient par exemple au Caire en Égypte une base militaire africaine, à Dakar une base militaire africaine, à Djibouti une base militaire africaine, au Cap une base et peut-être au centre une base. Et c'est des camps militaires d'Africains, des États africains. En dehors de ça, nous continuerons par appeler aux anciens colonisateurs pour venir nous sauver. À la moindre attaque. Et ce n'est pas sérieux. Donc nous disons au PNP qu'il faut organiser l'État fédéral de l'Afrique. Il ne s'agit pas de gommer les États, ils existent. Aux États-Unis, vous avez plusieurs États. L'Illinois, ce n'est pas la Floride, mais ils sont ensemble dans les États-Unis d'Amérique.
Oui, il faut maintenir le contingent, mais les solutions à long terme, les solutions viables, pour même contrecarrer l'émigration vers l'Europe, c'est de créer une force africaine, c'est-à-dire les forces armées africaines. Une armée continentale, ça nous ferait dépenser moins. Vous savez, les armées nationales, si vous faites la somme de ce que les armées nationales dépensent, vous allez vous rendre compte que nous dépensons beaucoup plus dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, que lorsqu'on aura une armée continentale. Mais et même quand nous dépensons, nous ne sommes pas capables de nous défendre par nous-mêmes. Et c'est regrettable. Alors, lorsque nous aurons une armée continentale, nous ferons aussi appel à la France, aux États-Unis pour financer cette armée. Il est prouvé que l'Afrique de l'Ouest réunie, rien que l'Afrique de l'Ouest, scientifiquement prouvé que l'Afrique de l'Ouest réunie, devenue un État, a un potentiel économique plus élevé que la France et l'Angleterre réunies. Maintenant, vous me dites que toute l'Afrique va aller demander à la France. Le Togo organise en octobre prochain le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement dans un contexte où on parle d'immigration, on parle donc de morts dans la Méditerranée. Vous souscrivez entièrement à cette vision du Togo qui veut jouer un rôle moteur dans la lutte contre l'insécurité maritime? C'est pour ça que nous disons toujours, quand nous voyons des initiatives comme ça, nous disons que rien n'a changé. La recherche de la légitimité extravertie. C'est-à-dire que le chef de l'État fait des gestes de charme à l'endroit de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il veut que la communauté internationale l'apprécie, même si les Togolais ne l'apprécient pas. Voilà le jeu. C'est une légitimité extravertie. Elle n'en est pas une, parce que la vraie légitimité, c'est celle qui s'enracine dans votre territoire. C'est celle qui vous vient de vos concitoyens. Ce n'est pas le cas. Donc tous ces millions-là, ou milliards, je ne sais pas quoi, dépassés dans cette conférence, c'est pour que la communauté internationale dise, oui, quand même, ils travaillent. C'est tout. Donc la sécurité maritime n'est pas l'apanage du PNP. Vous ne souscrivez pas à cette recherche. Je dis que l'objectif poursuivi est même déjà biaisé. Ce n'est pas pour le Togo qu'il organise la conférence, c'est pour que la communauté internationale l'apprécie. C'est tout simplement ça. Alors, nous allons aborder quelques chapitres de l'économie où beaucoup d'observateurs voient en dehors de la politique politicienne, voient quelques changements notables dans le pays. L'état des infrastructures s'est nettement amélioré. La croissance économique du Togo se situe, selon les prévisions de 2015, à 5,5%.